le contre-coup, évidemment, c'est que toutes les valeurs bancaires s'effondrent. À des degrés d'ailleurs divers, on peut remarquer au passage que JP Morgan et Goldman Sachs, qui sont des banques très bien implantées à l'intérieur du système de pouvoir américain, souffrent moins que Citigroup. Alors je donne un certain nombre de noms dans mon bouquin, là je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je donne un certain nombre de noms sur les gens qui ont géré cette crise et on peut remarquer un certain nombre de choses sur l'endroit d'où ils sont venus. Ça laisse penser qu'il y a eu des règlements de compte à l'intérieur de la mafia des banksters à l'occasion de cette histoire. Paniqués par cette situation qui menace l'ensemble de l'économie mondiale, puisqu'on est au bord du krach intégral, les États, qui ont pratiquement le flingue sur la tempe, il n'y a pas d'autre mot, puisque les banques, en quelque sorte, leur disent « sauvez-nous ou tout le monde coule », acceptent de voter un certain nombre de mesures d'aide au système bancaire, des mesures d'aide absolument gigantesques, puisque elles vont atteindre un total de 5400 milliards de dollars. Alors c'est quand même intéressant de noter qu'on n'a pas sauvé Lehman Brothers pour 5 milliards, mais ensuite on va débloquer 5400 milliards pour sauver l'ensemble du système. De là à penser qu'on a utilisé Lehman Brothers pour créer un état de choc afin de justifier ensuite un pillage des fonds publics, il n'y a pas très loin. Ça y ressemble beaucoup. Évidemment, je n'ai pas la preuve que cette affaire a été planifiée. Je ne dis d'ailleurs pas qu'elle a été planifiée de A jusqu'à Z. Je constate simplement qu'il y a eu un enchaînement de prises de décision qui a abouti de fait à un gigantesque pillage des fonds publics et à la sanctuarisation des banques et des créances des banques sur le dos de tous les autres acteurs économiques qui, et là encore je ne dis pas que c'est une stratégie délibérée de A jusqu'à Z, mais qui enfin, bel et bien, ont été mis en endettement de manière systématique. Les conséquences sont tout à fait conformes à ce qu'on pouvait anticiper. Il y a un effondrement du commerce international, il est encore plus rapide que celui de la dépression des années 30, c'est-à-dire qu'on a fait en 3 trimestres à peu près le chemin qu'il avait fallu 6 trimestres pour le faire après 1929. C'est une crise qui rappelle beaucoup celle de 1929. Ses racines sont les mêmes et ses conséquences sont, dans un premier temps, à peu près les mêmes. À peu près, mais pas tout à fait. Parce que il y a quand même une grande différence avec 1929, c'est que en 1929, quand les États-Unis entrent en crise, ils sont encore le cœur de l'économie productive mondiale. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. En 1929, quand les États-Unis entrent en crise, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais Pittsburgh doit représenter à lui tout seul la moitié de la sidérurgie mondiale, ou pas loin. Comme on l'a vu précédemment, cette fois ce n'est plus le cas. Cette fois, la crise percute une économie où on ne sait plus très bien où se trouve le centre de l'économie productive. Alors, une des conséquences, c'est que tous les pays vont souffrir. Et d'ailleurs, les économies d'exportation comme l'Allemagne et le Japon vont souffrir énormément puisque le commerce international implose. Mais, comme la Chine possède énormément de puissance de feu financière, comme le cœur de l'économie productive oscille maintenant entre l'Occident et l'Orient, on n'est pas dans la configuration de 1929 au niveau géostratégique. En 1929, quand les États-Unis entrent en crise, en réalité, il s'agit du passage d'une économie américano-centrée sur Boston à une économie américano-centrée sur New York. C'est le passage de l'économie du charbon à l'économie du pétrole. On est dans un certain contexte. Là, c'est différent. Là, cette fois, la crise percute un modèle américanomorphe qui est menacé de perdre son statut central dans l'économie mondiale.
Une autre différence, c'est que la crise de 1929 s'était traduite par une catastrophe pour tout le monde, y compris pour les banquiers. 1929, c'est l'année où les banquiers sautent par la fenêtre. Là, cette fois-ci, ça ne se passe pas de la même façon. Les banquiers ne sont pas sautés par la fenêtre. Évidemment, les États leur ont voté des plans de sauvetage gigantesques qui font que finalement on entre dans une économie où tout le monde ne peut que perdre, sauf les banques qui ne peuvent que gagner, puisqu'on est dans une économie absurde, où on fabrique de la valeur fictive, où le capitalisme bancaire opère une prédation systématique sur le capitalisme industriel, et quand ça craque, eh bien qu'est-ce qu'on sauve? Les banques encore. Alors ça, des gens qui vont sauter par la fenêtre, il y en aura beaucoup, il suffit de regarder les prévisions de chômage sur les chiffres officiels, qui sont probablement à multiplier par 2 aux États-Unis, et probablement par 1,5 en Europe. Certains disent même plus. Il suffit de regarder ces prévisions de chômage pour se rendre compte que ça, des gens qui vont sauter par la fenêtre, il y en aura. Et apparemment, cette fois-ci, les banquiers, eux, ne sauteront pas par la fenêtre. Tout se passe comme si, sachant que le modèle qu'ils avaient déployé était intrinsèquement incohérent, sachant que ce modèle du capitalisme mondialisé, virtualisé, de l'impérialisme américain à la recherche de l'égalité était intrinsèquement incohérent, et bien tout se passe comme si un certain nombre de gens s'étaient organisés, je ne sais pas exactement à quel rythme, de quelle manière, pour faire en sorte que, après avoir pratiquement sabordé le navire, ils se réservent, eux, les places bien au chaud pour les canons de sauvetage. Ça ressemble beaucoup, si vous voulez, au coup d'État d'une élite aux abois, qui sait que son système est sur le point d'imploser, mais qui va s'arranger pour que elle n'en paye pas le prix, et pour que ce soit les peuples qui en payent le prix. Ce prix, le plus probable, c'est d'ailleurs qu'on va le payer par l'inflation. Alors là, il y a une course de vitesse entre deux phénomènes, l'inflation et la déflation, parce qu'il y a des facteurs déflationnistes et des facteurs inflationnistes. Là encore, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, je vous renvoie au bouquin pour plus de détails. Mais le plus probable quand même, c'est que ça sera par l'inflation, ne serait-ce que parce que, si vous voulez, c'est l'intérêt bien compris de notre classe dirigeante. Encore une fois, ses revenus à elle dépendent de l'économie financiarisée et pas de l'économie productive réelle. Donc elle fera tout pour sauver l'économie financiarisée. À la limite, si pour sauver l'économie financiarisée, il faut fermer toutes les usines, ils le feront. Du moment qu'on peut continuer à faire fonctionner la bourse et à fabriquer de la valeur sans création de richesse réelle, ça leur va très bien. J'exagère un peu, mais peut-être pas tant que ça. Bon, cette inflation, ça va se traduire, bien entendu, par l'euthanasie des retraités, en particulier des petits retraités, où on retombe sur le problème démographique de fond. Certains disent que ce sera mécaniquement une hyperinflation parce qu'ils regardent le total des dettes liées aux produits dérivés. C'est un total gigantesque, probablement de l'ordre d'à peu près 600 000 milliards de dollars, c'est-à-dire à l'échelle de l'économie occidentale 30 fois, 20 fois la masse monétaire. En fait, ça dépendra de la façon dont c'est géré parce que les dettes réelles sont énormes, de l'ordre de 100 000 milliards de dollars. Et il est certain que les plans de sauvetage qui ont été votés jusqu'ici ne suffiront pas à les éponger. Pour l'instant, nous n'avons vu que les premières additions, mais il y en aura d'autres derrière et elles seront encore beaucoup plus importantes. Mais on ne peut pas encore savoir si on va vers un scénario du type années 70 empire, c'est-à-dire une stagflation avec une inflation forte, de l'ordre de 20% par an pendant une dizaine d'années, ou sur un scénario carrément Allemagne de Weimar, ce qui se produira si la folie du monde bancaire va jusqu'à essayer de faire couvrir par la création monétaire la totalité des produits dérivés. Ça, on ne le sait pas encore. Ce qu'on sait en revanche, c'est que pour l'instant, en tout cas, au niveau des réactions du capitalisme financiarisé, on est tout à fait
dans la ligne de ce qui s'était passé après 1929. Une très forte baisse dans un premier temps, un rebond, et là les deux courbes, celles qui suivent la dépression de 1929 et celles qui suivent notre dépression, sont quasiment identiques, et puis ensuite, soit un sauvetage des marchés par l'émission monétaire et l'inflation, ce qui s'était passé dans les années 70, soit en cas de déflation, un écroulement des marchés. Je crois qu'il suffit de voir ces deux courbes, de se souvenir que la courbe pointillée, c'est l'hypothèse déflation, et la courbe en grisé, c'est l'hypothèse inflation, et de se souvenir de ce qu'on a vu précédemment sur les stratégies et la psychologie de nos classes dirigeantes, pour comprendre pourquoi ils vont certainement choisir la voie de l'inflation. Donc, coup d'État. Hypothèse. En tout cas, ça y ressemble. Coup d'État monétaire et financier, conduit par des gens qui savent que leur système est au bord du chaos, et qui décident d'organiser le chaos pour en conserver au moins le contrôle. Ça tient la route. Ça tient la route en particulier si on s'intéresse à la solidité des systèmes bancaires. On se rend compte en particulier que les banques américaines ont des dettes vertigineuses, tout à fait comme les banques européennes d'ailleurs, mais comme elles ont été régulièrement recapitalisées, du fait de la structure du capitalisme américain, que nous avons analysé précédemment, leur ratio dette sur capitaux propres est beaucoup moins dégradé que celui des banques européennes. Là, j'ai mis la BNP, le Crédit Agricole, la Société Générale, mais on aurait pu mettre les banques allemandes, c'est du même ordre. La nature de la crise qui a été modélisée par la manière dont cette crise a été déclenchée fait que les gens qui ont déclenché cette crise et qui sont fondamentalement les grandes banques anglo-saxonnes vont être en situation d'en tirer profit pour survivre, elles, alors que les autres banques, européennes en particulier, vont avoir beaucoup plus de mal à survivre. Il faut se souvenir que, en termes de produit intérieur brut, si les Américains produisent de moins en moins de services réels, en termes d'économie financiarisée, ils se portent moins mal que les Européens, en apparence. En réalité, c'est pas vrai, parce que si on regarde la réalité de la production, l'Amérique est plus désindustrialisée que l'Europe. Mais si on s'en tient au paradigme à l'intérieur duquel résonnent les dirigeants du capitalisme actuel, l'Amérique se porte moins mal que l'Europe. Elle a connu une croissance plus forte que l'Europe depuis 20 ans. Les Américains savent aussi très bien que la zone euro est fragile. Bon, le dollar est raide mort. Une monnaie de réserve qui est appuyée sur des déficits hors de contrôle et gigantesques ne peut plus rester durablement une monnaie de réserve. Mais ce que savent les Américains aussi, c'est que ils peuvent continuer pendant un certain temps à s'imposer par défaut, au moins dans l'hémisphère occidental. Le seul concurrent potentiel du dollar au sein de l'hémisphère occidental, c'est l'euro. Et on voit très bien quand on regarde par exemple les différentiels de taux sur les bons gouvernementaux à l'intérieur de la zone euro que depuis le début de l'année 2009, il y a des pays qui commencent à avoir de très grandes difficultés à fonctionner à l'intérieur de l'euro. Des pays comme la Grèce, comme l'Italie. Là, ça n'est pas sur le graphique, mais l'Autriche aussi a de très gros problèmes liés à ses placements en Europe de l'Est. Il y a un certain nombre de points faibles à l'intérieur de la zone euro qui font que l'explosion de l'euro pourrait précéder l'implosion du dollar. Et là encore, on notera que la façon dont la crise a été déclenchée et gérée ressemble beaucoup de la part des dirigeants du capitalisme anglo-saxon à une stratégie pour prendre appui sur leur propre faillite, de façon à en faire payer le prix aux autres, et en particulier aux Européens. Alors voilà. Voilà ma thèse de façon très générique. Bon, j'avais dit que j'aurais dans les 40 minutes, j'ai mis 1h30, bon, c'est pas grave, hein. C'est le problème quand on a beaucoup de choses à dire.
surtout que j'ai pas dit le tiers de ce que j'avais à dire. J'invite les gens à lire le livre. La question qui est posée, à mon avis, c'est la crise à laquelle nous sommes confrontés a été rendue inévitable par un certain nombre d'incohérences dans le modèle promu par les dirigeants du capitalisme anglo-saxon. Mais, comme ces gens-là ne sont pas idiots, loin de là, une hypothèse serait que, à partir de la fin des années 90, début des années 2000, comprenant que leur projet de mondialisation heureuse, entre guillemets, en tout cas heureuse pour eux, avait vraiment du plomb dans l'aile, eh bien, ils se sont peut-être organisés. Je ne saurais pas dire dans quelle mesure ils l'ont fait de façon vraiment planifiée, dans quelle mesure ça s'est fait de prise de décision en prise de décision. Ils se sont peut-être organisés pour prendre appui sur leur propre faillite afin de perpétuer leur pouvoir à travers un coup d'État très dangereux, très déstabilisant, et qui, là je n'en ai pas parlé parce qu'on ne peut pas parler de tout dans une conférence aussi courte, mais j'évoque un certain nombre d'éléments dans le livre, qui est grosse d'une véritable menace de guerre.